le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième numéro pour cette semaine. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Maël pour le grand journal, Journal François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël, aider l'Ukraine, la mobilisation occidentale perdue sur tous les fronts, assistance matérielle et financière, intervention de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'aide occidentale à l'Ukraine se poursuit. Voici un reportage signé Euronews. Les troupes ukrainiennes se préparent à un combat rapproché avec les forces russes près de la ville de Bakhmout, mais pour gagner du terrain, elles ont désespérément besoin de chars supplémentaires. Ce week-end, le Royaume-Uni a annoncé qu'il en fournirait à Kiev, mais n'a pas précisé quand. De son côté, la Pologne est sur le point d'envoyer un escadron de chars Léopard 2 de fabrication allemande, mais elle a besoin de l'approbation de Berlin. Depuis Davos et le Forum économique mondial, le président polonais a redit qu'il espérait une décision rapide de l'Allemagne. La pression de la scène politique et de l'opinion publique en Allemagne est de plus en plus forte. J'espère que cela aboutira et que cette décision plus que nécessaire sera bientôt prise. Autre type d'intervention internationale en Ukraine, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivé ce lundi dans le pays afin d'installer un nouveau dispositif. Il prévoit la présence permanente d'experts dans les 4 centrales nucléaires ukrainiennes en activité ainsi qu'à Tchernobyl. Nous allons travailler main dans la main avec nos hôtes ukrainiens pour faciliter un certain soutien technique, la livraison d'équipements, pour nous assurer que toutes ces installations puissent continuer à fonctionner normalement et sans aucun problème. L'Ukraine a également besoin d'aide pour faire tourner son économie. Ce mardi, elle a reçu une première tranche de 3 milliards d'euros d'une enveloppe de 18 milliards prévue par l'Union européenne pour 2023. En Russie, 1,5 million, c'est le nombre d'hommes que pourrait compter l'armée russe d'ici 2026. Le chiffre a été annoncé ce 17 janvier par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui s'est rendu sur le terrain pour y rencontrer des soldats russes. Il s'est également entretenu avec plusieurs hauts gradés, dont Valery Gerasimov, le nouveau commandant des forces armées russes. Voici un reportage signé RT. Tout à fait, Sergei Shoigu est revenu ce mardi sur une déclaration qui a été faite il y a de cela un mois à l'occasion de la réunion élargie du collège du ministère de la Défense. Le ministre avait alors jugé nécessaire d'augmenter les effectifs de l'armée russe et de les porter à 1,5 million de militaires, des propos qui avaient alors reçu l'approbation de Vladimir Poutine. Ce matin, le ministre russe de la Défense a livré davantage de détails sur ce projet. Écoutez. Assurer la sécurité militaire de l'État et protéger les nouveaux sujets de la Fédération de Russie et les installations critiques de la Fédération de Russie n'est possible qu'en renforçant les composantes structurelles clés des forces armées. La restructuration à grande échelle des forces armées, l'augmentation de leurs effectifs, les changements dans la division militaro-administrative de la Fédération de Russie qui seront réalisés de 2023 à 2026 nécessiteront que tous les vice-ministres de la Défense, les commandants en chef, les commandants de la flotte du Nord et des branches des forces armées prennent les décisions compétentes appropriées. Interrogé sur le sujet dans la matinée, le porte-parole du Kremlin a évoqué les causes qui poussent l'armée russe à se renforcer de la sorte. Écoutez. Cela est dû à la guerre menée par l'ensemble des pays de l'Occident. Il s'agit d'une guerre par procuration qui comprend à la fois des éléments de participation indirecte aux hostilités et des éléments de guerre économique, de guerre financière, de guerre juridique, des actes qui sont en dehors du champ juridique.
C'est à cela que sont liées ces mesures. La sécurité de notre pays doit absolument être assurée et dans ce cas-là, le ministère de la Défense remplit son rôle. À la suite de la mobilisation partielle décrétée en septembre dernier, 300 000 réservistes sont venus grossir les rangs de cette armée russe. Malgré les rumeurs, aucune nouvelle mobilisation n'est à ce jour officiellement prévue par l'exécutif. L'objectif serait donc plutôt de renforcer cette armée jusqu'à 1 500 000 hommes en lissant le recrutement sur les 4 prochaines années. L'ONU affirme les groupes extrémistes alimentent la sécurité au Mali. Voici un reportage signé Africa News. Les groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont à l'origine de l'insécurité dans le centre et le nord du Mali. C'est ce que rapporte l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est alarmé de la fréquence des attaques violentes contre les civils, notamment à Gao et à Ménaka, contre les forces de défense maliennes et les éléments de la MINUSMA. Dans ce nouveau rapport paru lundi, figurent également des chiffres sur les personnes déplacées internes. Leur nombre a pratiquement doublé, passant de 397 000 à 442 620 au mois d'octobre 2022. De plus, quelques 1950 écoles sont fermées. Pour le patron de l'ONU, la lutte contre les groupes terroristes passera par les efforts visant à garantir le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international, à favoriser la cohésion sociale ou encore à remédier à la fragilité structurelle et à la fourniture des services de base. Selon lui, l'aide humanitaire ne parvient qu'à 2 500 000 personnes sur les 5 300 000 qui en ont besoin. Resterons toujours dans le siège des Nations Unies à New York. Plus de 90 pays ont demandé lundi à Israël de revenir sur les mesures prises à l'encontre de l'autorité palestinienne. En représailles à la demande de l'autorité palestinienne aux Nations Unies de lancer une enquête sur Israël. Voici un reportage signé I24 News. 90 pays de l'ONU ont exprimé leur profonde inquiétude concernant les sanctions d'Israël contre l'autorité palestinienne. Des sanctions prises après le vote d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies le 30 décembre dernier. Elle demandait à la Cour internationale de justice de La Haye de se pencher sur la légalité de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Cette nouvelle déclaration a été formulée ce lundi par le représentant palestinien à l'ONU. Nous exprimons notre profonde préoccupation face à la décision du gouvernement israélien d'imposer des mesures punitives contre le peuple palestinien, ses dirigeants et la société civile. Parmi les signataires, 27 pays européens dont la France et l'Allemagne, mais aussi des pays qui s'étaient abstenus ou avaient voté contre la résolution du 30 décembre. C'est important parce que cela montre que quelle que soit la façon dont les pays ont voté, ils sont unis dans le rejet des mesures punitives. Des actions qualifiées de terrorisme politique par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan. Les Palestiniens profitent du mécanisme défectueux de l'ONU pour essayer de nuire à Israël. C'est une déclaration dénuée de sens et chaque pays qui l'a signée n'a fait qu'alimenter le feu de l'incitation et de la terreur des Palestiniens et a supprimé toute chance de réconciliation. La France et la Belgique ont également publié des déclarations réaffirmant leur attachement au droit international et au multilatéralisme. Le Conseil de sécurité tiendra une nouvelle audition sur le conflit israélo-palestinien mercredi matin. Direction la Chine, peut-on devenir la première puissance mondiale avec une population en déclin? La Chine a perdu 850 000 personnes en 2022. Paradoxalement, cette baisse intervient malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances. Voici un reportage signé TV5 Monde. Les maternités chinoises en mal de nourrissons. Les couples font moins d'enfants. La tendance n'est pas nouvelle, mais cette fois, la courbe démographique atteint des niveaux historiques. En 2022, le Bureau national des statistiques a enregistré 9,5 millions de naissances contre plus de 10 millions de décès. La Chine compte 1,41 milliard d'habitants, c'est 850 000 âmes de moins qu'en 2021. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, depuis l'ère du grand bond en avant et de la famine, le pays le plus peuplé du monde voit donc sa population baisser. Il y a beaucoup de pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants? Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse.
Vie trop chère, femmes qui misent sur les études, chômage des jeunes. Les nombreuses mesures comme la fin de la politique de l'enfant unique pour gonfler le taux de natalité s'avèrent vaines. Et le vieillissement de la population a un prix. Le vieillissement de la population chinoise induit de fait un ralentissement de la productivité, un ralentissement du dynamisme économique et du dynamisme général de la Chine. Et puis, c'est le coût budget ou les coûts alloués à l'encadrement de ces personnes âgées qui est énorme, qui est de plus en plus important. Une réforme des retraites s'annonce indispensable. La deuxième économie mondiale impactée par la pandémie marque déjà le pas, avec l'un des taux de croissance les plus bas depuis 40 ans enregistrés en 2022. Et Pékin regarde avec inquiétude vers l'Inde. La population de l'autre géant asiatique devrait dépasser celle de la Chine dès cette année, selon l'ONU. Les deux pays devraient faire bon usage de leurs dividendes démographiques et apporter une plus grande contribution à l'avenir de l'humanité. La chute démographique s'annonce durable. Le régime chinois craint la concurrence et le manque de main-d'œuvre et voit s'éloigner la perspective tant attendue de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale. Et Dorelas, puis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, du soleil dans le ciel. Hier, il neigeait sur Boston, 50 degrés Fahrenheit. Oh là là, 10 degrés Celsius, on est content, on est joyeux. Bah oui, puisque 50 degrés Fahrenheit, ça fait du bien pour nous à Boston. Joannel, Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.